Révélé dans Les Petites Canailles, il incarnait l'archétype du dur à cuire d'Hollywood. Robert Blake était une des plus grandes stars américaines. Elle était une arnaqueuse de métier, prête à tout pour l'argent. La seule occupation de Bonnie Beckley, c'était d'escroquer des hommes d'un certain âge. Leur rencontre va faire des étincelles. Ils s'étaient rencontrés à une fête et le temps qu'il la ramène chez lui, ils étaient déjà en train de se déshabiller dans la voiture. Mais le passé sulfureux de Bonnie va rapidement la rattraper, jusqu'à sa mort dans des circonstances troublantes. Elle est morte sous mes yeux. C'est à un officier de police intraitable qu'il reviendra de distinguer la réalité de la fiction. Pour moi, tout semblait clair. Nous sommes le 4 mai 2001. Le soleil se couche sur une soirée comme les autres à Studio City, un quartier paisible de la ville de Los Angeles. Il était aux environs de 21h30. Je consultais mes mails dans mon bureau lorsque j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte comme un acharné. Je suis allé ouvrir et je suis tombé nez à nez avec lui. Robert Blake. Il hurlait. Il était dans tous ses états. Sean Stanek habite le quartier depuis des années. Il y aperçoit régulièrement Robert Blake, mais c'est la première fois qu'ils se retrouvent face à face. J'ai besoin d'aide. Il avait les pupilles dilatées. Ses yeux étaient noirs. Il avait l'air d'être sous l'emprise de la drogue ou alors complètement ivre. C'était difficile à dire. Venez m'aider. Il me criait que sa femme s'était fait tabasser, qu'ils avaient été agressés. Je lui ai demandé où elle était et il m'a indiqué sa voiture. Vous la voyez? Oui. Allez-y et restez près d'elle. Il m'a dit « je reviens tout de suite ». Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a répondu qu'il allait au restaurant Vitello's pour essayer de trouver un médecin ou une infirmière. Je me suis retrouvé seul et je ne savais pas quoi faire. Je voyais la voiture et je me disais « mais qu'est-ce qui se passe? C'est irréel ». Je me suis dirigé vers la voiture, un peu paniqué. C'était l'obscurité totale, à l'exception d'un lampadaire qui éclairait l'arrière de la voiture. Je me suis approché, j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu quelqu'un affalé dans cette direction. J'ai ouvert la porte et je l'ai redressée. Vous pouvez respirer? En la redressant, je me suis rendu compte qu'elle était couverte de sang et qu'elle s'étouffait. Ses yeux étaient complètement révulsés. Je lui ai posé des questions pour la faire réagir. Allez! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait... C'était horrible. Entre-temps, Robert Blake était revenu, mais il ne s'est pas approché de la voiture. Il me criait dessus à travers la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Mais quelle horreur! Son visage était tout proche et j'ai vu un impact de balle dans sa joue. J'étais choqué. Elle avait pris une balle. Tenez bon, respirez. Quand j'ai pris conscience qu'elle s'était fait tirer dessus, ça m'a fait l'effet d'une bombe. Si elle devait mourir, ce serait un meurtre. C'était une scène de crime. My name is Sean Stanek. You know who the actor Robert Blake is? Yes. He walked up here and he's screaming severely. I know him from the neighborhood here. Okay. Get an ambulance here. Is she conscious? Is she conscious, Robert? No. She's not conscious. She's breathing. Is she breathing? Yeah, they're coming. They're coming. Les équipes de secours interviennent suite à l'appel de Stanek. Ils trouvent une femme gravement blessée à la tête sur le siège passager d'une voiture. Bonnie Lee Beckley, 45 ans, est conduite à l'hôpital en urgence. Le décès est prononcé à son arrivée. Elle présente 2 plaies par balle, une à la tête et une à la poitrine. La police de Los Angeles se retrouve avec une nouvelle affaire médiatique sur les bras. Ronito fait partie de la division spécialisée dans les homicides, une unité d'investigation d'élite. Si quelqu'un peut rétablir la vérité sur le meurtre, c'est bien lui. J'ai été informé qu'un meurtre s'était produit à North Hollywood. Tout ce que je savais, c'est que la victime était la femme de Robert Blake. Mon travail, c'était de résoudre les enquêtes de meurtres les plus difficiles et les plus médiatisées.
Hollywood, le terrain de jeu des acteurs, actrices, scénaristes et réalisateurs qui cherchent tous à se faire une place au soleil. Mais peu s'en approchent autant que Robert Blake. Robert Blake était une des plus grandes stars américaines. Il avait fait ses débuts très jeune dans Les Petites Canailles, une série télévisée très populaire. Mais il a dû jouer dans 70 films avant de connaître la célébrité. La première performance qui lui a valu la considération du public, c'était son rôle dans De sang-froid. Il y incarnait un des tueurs, Perry Smith, un meurtrier maniaque et détraqué qui s'introduit dans une maison pour assassiner une famille tout entière. Blake a accédé à la notoriété et ensuite, il a tenu le premier rôle dans une série télévisée. Il était Baretta, un policier du genre agressif, un dur à cuire, qui se baladait avec un perroquet sur l'épaule. Encore aujourd'hui, quand on évoque le nom de Robert Blake, tout le monde pense à Baretta. Désormais, Robert Blake doit assumer un nouveau rôle, celui d'un témoin clé du meurtre de sa femme. Ronito, quant à lui, a bien plus à gérer qu'une simple enquête pour homicide. J'ai été frappé de voir que les médias m'avaient devancé. Les caméras tournaient, tous les projecteurs étaient braqués sur nous. On allait devoir faire notre travail sous l'œil des médias. Les journalistes ont commencé à arriver dans leurs fourgonnettes. Les flashs crépitaient. Les gens étaient au spectacle. Un meurtre dans les hautes sphères n'est pas une affaire comme les autres parce que tout le monde s'y intéresse. Tout le monde veut suivre le déroulement de l'enquête. Ça rend le meurtre d'autant plus difficile à résoudre. Les gens raffolent des histoires comme celle-là. Ils veulent savoir qui a fait le coup. Ce genre d'affaires, c'est du pain béni pour la presse à scandale. Ronito ignore les caméras qui épient ses moindres faits et gestes pour interroger les témoins. J'ai découvert que Bonnie Lee et M. Blake avaient passé la soirée au restaurant Vitello's. Ils avaient dîné là-bas avant de partir. Il l'avait raccompagnée jusqu'à la voiture et elle était montée. Mince, Quoi? j'ai oublié un truc. Apparemment, il avait oublié son arme à feu au restaurant. Il l'avait laissée sur un siège et il devait retourner la chercher. Il a fait le chemin inverse pour retourner au restaurant. Il a récupéré son revolver et il est revenu à la voiture. À son retour, Bonnie s'était fait tirer dessus. La version des faits de Blake éveille immédiatement les soupçons de Ronito. C'est très surprenant que M. Blake ait pu oublier son arme au restaurant. Je n'avais jamais entendu une chose pareille. Ronito demande à Blake s'il a toujours l'arme sur lui. Je l'ai vu porter la main vers la poche arrière de son pantalon et en ressortir un revolver qu'il a tendu au policier. Il a dit « Je savais que ça allait arriver. Il y avait des gens à ses trousses. C'est pour ça que je suis armé. J'ai toujours mon revolver sur moi. » D'après Robert Blake, nombreux sont ceux qui auraient pu souhaiter la mort de Bonnie. Bonnie Beckley était une arnaqueuse professionnelle. Son tableau de chasse était sans équivoque. Bonnie a un passé tumultueux. Condamnation pour drogue, usurpation d'identité, fausse carte de crédit. Elle est en probation en Arkansas. Blake a dit qu'il portait une arme parce que Bonnie craignait pour sa vie. Elle avait abusé et escroqué un nombre incalculable de personnes. Et elle en était venue à avoir peur que quelqu'un essaye de la battre. Elle ne vivait que pour extorquer de l'argent aux hommes, qu'elle n'avait parfois même jamais rencontrés. Avec les plus âgés, elle finissait par se marier. Une fois qu'elle était parvenue à ses fins, elle leur faisait signer des papiers pour entériner leur union, voire mettre leur assurance vie à son nom, puis elle disparaissait. Elle n'était pas particulièrement belle, c'était plutôt une question de personnalité. Elle avait un immense pouvoir d'attraction sexuelle. Elle séduisait des hommes aux quatre coins du pays. C'était une véritable experte dans l'art de la manipulation. Robert Blake craint qu'une victime de Bonnie n'ait cherché à se venger. Il a affirmé à la police qu'il avait vu des personnes suspectes rôder autour de sa maison, notamment un homme avec les cheveux ras. Il avait fini par avoir peur, lui aussi, qu'on attente à la vie de Bonnie. Le lieutenant Ronito commence à lever le voile sur l'un des secrets les plus sombres de Bonnie, un chantage sexuel à travers plusieurs États. Elle avait une personnalité trouble, c'est le moins qu'on puisse dire. En fouillant dans son passé, j'ai découvert beaucoup d'histoires pas très claires.
Le 4 mai 2001, la femme de l'acteur hollywoodien Robert Blake, connu pour son interprétation du policier Barretta, est tuée de 2 balles dans le corps. Le lieutenant Ronito, fin limier de la police de Los Angeles, est chargé de l'enquête. Quand on m'a mis au courant de l'affaire, je voyais très bien qui était Robert Blake. C'est de ma génération. Je le regardais à la télévision et je l'ai vu au cinéma. Il jouait le flic de New York un peu viril. Ça lui allait comme un gant. Blake avait une aura bien particulière. Il était extrêmement convaincant dans son rôle d'homme dangereux. Robert Blake raconte à Ronito qu'il était sorti avec sa femme juste avant le meurtre. À première vue, je me suis dit, il n'y avait que 2 personnes présentes et l'une d'entre elles est morte. Donc M. Blake doit être le coupable. Ce n'était qu'une impression à chaud. Je ne crois pas en avoir jamais fait part à mes collègues sur l'enquête. Mais je suis convaincu qu'ils étaient du même avis. Robert Blake prétend qu'il a trouvé sa femme blessée par balle en revenant d'un restaurant à proximité. Monsieur Blake a dîné avec Madame Beckley dans son restaurant préféré, le Vitello's. Monsieur Blake y mangeait très régulièrement. Il y avait un plat à son nom au menu. Il connaissait tout le monde là-bas. Il portait toujours une arme à feu sur lui, car il avait vu des gens louches passer devant chez lui en voiture et il craignait que sa femme ne soit suivie. En montant dans sa voiture, il s'est rendu compte qu'il avait oublié son arme. Mince. Quoi? J'ai oublié un truc. Il arrive fréquemment que des policiers connaissent la même mésaventure. Des policiers, ou n'importe qui d'ailleurs, ont déjà oublié leur arme de service par mégarde au comptoir d'un bar ou à la table d'un restaurant. C'est loin d'être inhabituel. Monsieur Blake s'est donc rendu au restaurant, il a récupéré son arme au vu et au su de tout le monde, il est retourné à sa voiture et il a constaté avec effroi que Madame Beckley avait été tuée. Le lieutenant Ronito veut en savoir plus sur la version de Robert Blake, mais ses avocats lui adressent désormais une fin de non-recevoir. J'ai entendu la déposition de M. Blake auprès de la police d'État de Californie. À cette occasion, on a appris qu'il avait peur d'un homme qui aurait le crâne rasé. Selon lui, il surveillait sa maison. Bonnie craignait pour sa vie. Elle avait peur que quelqu'un n'essaye de la battre. Le meurtre semble être un châtiment excessif pour se venger d'une arnaqueuse. À présent, Ronito doit se plonger dans le passé de Bonnie Lee Beckley. Qui aurait pu vouloir la supprimer? J'ai fait perquisitionner le domicile de M. Blake, mais ce n'était pas seulement lui qui était visé. Je cherchais également des renseignements sur la victime. LAPD detectives arrived with search warrants at the home of Robert Blake and seized several bags of evidence they hope will help them understand the relationship between Blake and his wife, Bonnie Lee Beckley. Bonnie conservait beaucoup de choses qui m'ont paru étranges, comme des lettres, des articles et des enregistrements. Elle avait des annonces de rencontres et des encarts publicitaires dans des magazines masculins. Si elle avait vécu aujourd'hui, elle aurait été une star du porno sur Internet. Au lieu de ça, elle était une icône des magazines masculins. La plupart du temps, c'était des hommes seuls d'âge mûr qui l'appelaient pour lui demander si c'était possible d'organiser une rencontre. Elle acceptait de se déplacer dans le Wyoming, puis elle rappelait en disant « Ma sœur est malade, elle a besoin d'être opérée. Je ne peux pas venir, j'ai besoin des sous pour payer les frais. Vous pouvez m'envoyer de l'argent ?» Son affaire était extrêmement bien organisée. Elle avait un réseau de boîtes de dépôt et de boîtes aux lettres, des boîtes pleines de lettres et de photos d'elle. Bonnie Beckley avait des ennemis dans tout le pays. Elle avait mis des familles entières sans dessus dessous en cherchant à extorquer de l'argent à des hommes d'un certain âge. Ses agissements étaient très choquants. Et tout portait à croire qu'il y avait aux 4 coins des États-Unis des gens assis en colère pour en venir au meurtre. La police de Los Angeles mobilise des agents entre autres à Memphis, Little Rock et Las Vegas pour découvrir si un de ses amants éconduits aurait pu lui en vouloir au point de passer à l'acte. Mais à mesure que son enquête progresse, le lieutenant Ronito va découvrir que Bonnie avait également des cibles plus proches, à Hollywood. Bonnie voulait devenir célèbre. Elle s'était essayée au chant et à la comédie, mais elle n'avait aucun talent. Alors elle s'est tournée vers des disciplines où elle se montrait plus à son avantage, comme l'arnaque,
la séduction et l'extorsion de fonds. Madame Beckley n'avait qu'une obsession, rencontrer une célébrité afin de l'épouser. Elle cherchait à mettre le grappin sur un homme célèbre. Cette information ne va pas échapper au lieutenant Ronito. Elle rencontrait surtout des vedettes plus âgées et sur le retour. En 1996, Bonnie trouve un nouvel amant dont la réputation n'est plus à faire. Elle aurait rencontré Christian Brando par le biais de son activité. Elle lui avait envoyé des cassettes et des photos d'elle. Christian était le fils de Marlon Brando. Quelques années auparavant, il s'était retrouvé en prison pour avoir assassiné le petit ami de sa sœur. On peut dire que c'était un garçon à problème. Et Bonnie était attirée par les problèmes. Elle aimait les gens perturbés. Ils se sont mis ensemble. C'était une relation physique qui s'est étalée sur plusieurs années. Elle l'aimait, et il l'aimait peut-être en retour, mais elle était toujours en chasse. Elle était en quête d'argent et de gloire, et elle n'était jamais rassasiée. Christian Brando ne pourrait jamais lui offrir ça. Il n'était connu que grâce à son père. Bonnie jette son dévolu sur une plus grosse proie. Robert Blake, 65 ans. Robert Blake était la cible idéale. Il était vieux, sa carrière était derrière lui, et il était seul. L'occasion était trop belle. Blake vivait seul dans sa grande maison avec ses armes, entouré par des vautours de toutes sortes. Bonnie Beckley a encadré sa photo et s'est dit « C'est toi que je veux, je t'aurai ». Et elle l'a eu. Mais comment Bonnie Lee Beckley obtient-elle ce qu'elle veut? Bonnie voulait tomber enceinte et elle couchait avec Robert Blake et Christian Brando. Elle se disait que ça finirait par marcher avec l'un des deux. Quand Bonnie Beckley est tombée enceinte, personne ne pouvait affirmer qui était le père. Le lieutenant Ronito a une nouvelle affaire très médiatique sur les bras. L'acteur Robert Blake, ex-enfant star qui a tourné dans plus de 70 films, est mêlé à une sombre affaire de meurtre dont la victime ne semble, elle non plus, pas à l'abri de tout soupçon. Bonnie Lee Beckley est à la tête d'une lucrative opération d'arnaque aux célibataires. Bonnie exploitait la misère des gens. Les hommes seuls d'âge mûr à la recherche d'une compagne ne manquaient pas. Et ils étaient prêts à liquider tout leur argent et leur assurance vie pour elle. Et un beau jour, elle s'envolait. Plus troublant encore, les enquêteurs découvrent que Bonnie est au cœur d'un triangle amoureux avec deux hommes dangereux. Christian Brando, ancien détenu, fils de Marlon Brando, et le célèbre dur à cuire d'Hollywood, Robert Blake. Blake a 15 ans de plus que Brando, mais il possède quelque chose que son cadet n'a pas. Christian Brando n'avait pas un sou en poche, alors que Robert Blake pesait 8 millions de dollars. Elle le savait bien. Pour elle, c'était le parti le plus intéressant. Cette femme ne faisait absolument rien par amour. Ce n'était jamais son cœur qui dictait ses choix. Même après avoir séduit Blake, elle continue de dormir dans les bras de Brando. Elle couchait donc avec Christian Brando et Robert Blake en même temps. Bonnie voulait à tout prix tomber enceinte, mais elle cachait sa relation avec Blake à Christian Brando et vice-versa. Elle se disait que ça finirait par marcher avec l'un des deux. En 1999, le vœu de Bonnie est exaucé. Quand Bonnie Beckley est tombée enceinte, personne ne pouvait affirmer qui était le père. 9 mois plus tard, quand une petite fille voit le jour, Bonnie l'appelle Shannon Christian Brando. Monsieur Blake était convaincu que l'enfant était le sien, et il a requis un test ADN. À la suite du test de paternité, elle renomme sa fille Rosie Blake. J'ai découvert que Bonnie avait dit à Brando que le bébé était le sien et qu'elle avait tenu les mêmes propos à Blake. Elle a vite dû arrêter de mener Brando en bateau. Christian Brando était persuadé qu'il était le père de ce bébé, Shannon Christian Brando. Il s'était fait avoir. Non seulement il était furieux que Bonnie l'ait quitté, mais il y avait également le bébé dans la balance. La situation avait de quoi le rendre fou. Arrête tes histoires, Bonnie! Brando s'en est-il pris à Bonnie? Le lieutenant Ito doit envisager tous les suspects potentiels. D'autant que Brando a des antécédents de violence extrême. Monsieur Brando souffrait d'une addiction à la drogue et il était instable psychologiquement.
Il avait déjà purgé une lourde peine de prison pour homicide. Il avait été condamné pour le meurtre du petit ami de sa sœur. Le lieutenant Ito trouve des preuves laissant penser que la colère de Brando a pu dégénérer. Nous avons mis la main sur plusieurs enregistrements cassettes parmi les affaires de Bonnie. L'une des bandes comprenait une conversation téléphonique entre Christian Brando et Bonnie. Écoute-moi bien. Tu te fiches de moi et tu te fiches de Blake. Sur les enregistrements, on l'entend prononcer ces mots. Tu te fiches de moi et tu te fiches de Blake. Un jour, tu vas finir avec une balle dans la tête. C'est on ne peut plus explicite. C'est une menace claire et directe qui constitue un mobile évident pour étayer la thèse de la culpabilité de Brando. On connaissait son casier judiciaire. On savait qu'il avait déjà commis un meurtre à Los Angeles. On savait donc qu'il était capable d'appuyer sur la détente pour tuer quelqu'un. Il était menaçant et il avait des antécédents violents. Bonnie Lee Bakley aurait-elle poussé Christian Brando au meurtre? C'était le suspect idéal dans le meurtre de Bonnie Bakley. La police de Los Angeles place Brando au rang des suspects. Mais l'enquête du lieutenant Ito est dans l'impasse. Brando a un alibi. On a interrogé bon nombre de témoins qui nous ont confirmé l'avoir aperçu à Washington. Il n'avait pas quitté son domicile au moment du meurtre. Brando est rayé de la liste des suspects et le lieutenant Ito n'est pas plus avancé quant à l'identité du meurtrier. Au regard des frasques de Bonnie, n'importe laquelle de ses victimes aurait pu souhaiter l'abattre. On entendait sans cesse parler de nouveaux cas d'hommes célibataires d'âge mûr qu'elle avait arnaqués aux quatre coins des États-Unis. Pour nous, il était évident que de nombreuses personnes étaient susceptibles de vouloir attenter à sa vie. Pour relier un suspect à l'affaire, le lieutenant Ito a besoin de preuves matérielles. Plusieurs jours après le meurtre, il finit par trouver ce qu'il cherchait. Il y avait une benne à ordures sur les lieux du crime. En fouillant la benne quelques jours après les faits, on y a découvert un Walter P38 9 mm. Soit le même calibre que l'arme du crime. On l'a donc soumis à des experts en balistique. Il correspondait à l'arme incriminée. Ron Ito pense que l'assassin a dû jeter le revolver dans la benne après la fusillade. Mais il y a un hic. L'arme est couverte d'huile et aucune empreinte ne peut être relevée. Il se peut que le coupable ait enduit le revolver d'huile avant de s'en débarrasser. D'autant qu'on a retrouvé des bidons d'huile à proximité. L'huile de moteur peut servir à effacer les empreintes sur une arme à feu. Le numéro de série ne mène nulle part. L'arme est si ancienne qu'elle n'apparaît dans aucun registre. Il n'y avait aucune trace écrite permettant de relier l'arme à qui que ce soit. Il nous était impossible d'affirmer de source sûre qui était le propriétaire de ce revolver. Alors que le monde entier suit l'affaire, le lieutenant Ito ne peut toujours pas prouver qui est le coupable. We want LAPD to investigate Robert Blake, because the more they investigate, they'll find out he didn't do it. Now, it's appropriate for them to investigate him and everyone else. Les médias étaient très critiques à notre égard. Est-ce qu'il n'aurait pas fait une erreur? Est-ce qu'il n'aurait pas oublié quelque chose? Pourquoi l'enquête n'avance-t-elle pas? L'enquête s'accélère. Après le meurtre, l'équipe de Ron Ito avait récupéré les vêtements de Blake. On l'a laissé rentrer chez lui pour se changer. Et un de mes hommes a récupéré les vêtements qu'il portait initialement pour les faire analyser. Les techniciens y trouvent les traces d'un coup de feu. Il restait des résidus de poudre en petite quantité. On en a retrouvé sur ses chaussures et sur son pantalon. Les agissements de Robert Blake après le meurtre éveillent les soupçons. Et ces résidus de poudre risquent d'aggraver son cas. On commençait à trouver tout ça un peu troublant. Mais Robert Blake a une explication. Il nous a dit s'être rendu dans un stand de tir des environs et avoir remis les mêmes vêtements ce jour-là, ce qui justifiait la présence de résidus. Il a été prouvé que les infimes résidus de poudre retrouvés sur mon client étaient normaux pour tout propriétaire d'armes à feu. Et il a été prouvé que la personne qui a pressé la détente aurait dû en avoir une bien plus grande quantité sur elle.
La piste des résidus ne donne rien. Ronito décide alors d'interroger les clients du restaurant où Robert et Bonnie ont dîné avant le meurtre. Monsieur Blake a dîné avec Madame Beckley dans son restaurant préféré, le Vitello's, à Studio City. Ils se sont garés environ 2 rues plus loin. Ça nous a paru étrange que Monsieur Blake se soit garé aussi loin. Il avait l'habitude de laisser sa voiture sur le parking. Il n'y avait pas tant de monde ce jour-là, le parking était loin d'être plein. Pourtant, il a décidé de se garer 100 mètres plus loin, dans une section plus sombre de la rue, bien à l'abri derrière une benne à ordures. Ça ajoutait encore au mystère. Les enquêteurs concentrent leurs recherches. Selon sa version des faits, il est retourné au restaurant, a récupéré son arme, est revenu à la voiture et a trouvé Bonnie blessée à mort. Mais Ronito va trouver une faille dans cette histoire. Les propriétaires du restaurant ne l'ont jamais vu revenir chercher son arme. Ils l'ont vu pendant le dîner, puis une deuxième fois lorsqu'il est venu appeler au secours pour sa femme. Monsieur Blake n'avait pas d'alibi. S'il n'a pas d'alibi, Robert Blake avait-il un mobile? Ronito découvre rapidement que pour Robert et Bonnie, la romance des premiers temps s'est transformée en une haine viscérale. Je serai une bonne mère. C'était le tournant de la vie de Bonnie. Tire-toi d'ici! Pas sans elle. Il joue désormais un jeu dangereux, celui du chat et de la souris. Quatre jours après le meurtre de Bonnie Lee Beckley, les nouvelles de l'enquête font les gros titres partout dans le monde. Et l'ancien interprète de l'inspecteur Barretta tente vainement d'échapper aux médias. Robert Blake was last seen running into the back door of his Studio City ranch after police questioned him when his wife Bonnie Lee Beckley was found murdered, shot at point-blank range in her car. Après plusieurs semaines d'enquête, le lieutenant Ito ne peut toujours pas prouver qui a assassiné la femme de Robert Blake, la reine de l'arnaque, Bonnie Beckley. C'est alors qu'intervient un nouveau témoin, Marjorie Beckley, la sœur de la victime. Son témoignage va intriguer le policier. Marjorie était la sœur de Bonnie. Elles étaient très proches, les meilleures amies. Elles communiquaient beaucoup. Dès qu'il arrivait quelque chose à Bonnie, elle mettait Marjorie au courant. Elle l'avait appelée la première fois qu'elle avait couché avec Blake. Blake avait rencontré Bonnie lors d'une soirée dans un restaurant pour l'anniversaire d'un de ses amis. Elle était venue au bras d'un rebut d'Hollywood. Elle a jeté un regard à Robert Blake et elle est venue se coller à lui. Bonnie Beckley était le prédateur et Robert Blake était sa proie. Bonnie a directement parlé de ses arnaques à Blake parce qu'elle se disait qu'un dur à cuire comme lui pourrait bien s'enticher d'une femme vénéneuse. Il a su immédiatement que son fonds de commerce était d'escroquer des hommes dans tout le pays. Ils ont vite engagé la conversation. Ils ont plaisanté ensemble. Il l'a raccompagnée à son hôtel et sur le chemin, ils étaient déjà en train de se déshabiller. Ils ont eu des relations sexuelles dans la voiture. C'est comme ça que leur relation a commencé. Elle lui a donné son numéro de téléphone et elle a attendu sagement. Dans son esprit, une star de cinéma devait lui courir après. Ce n'était pas à elle de le faire. Bonnie vivait en Arkansas. Elle a décortiqué sa situation financière et à l'époque, il pesait 8 millions de dollars. C'était une aubaine pour elle. Il était célèbre, il était riche. Malgré ses appréhensions, il a fini par l'appeler une semaine plus tard et ils ont commencé à se fréquenter. Dès qu'il l'a contactée, elle a débarqué à Los Angeles et elle faisait des allers-retours avec l'Arkansas pour coucher avec lui. Elle entrait dans sa vie. Bonnie et Blake s'identifiaient l'un à l'autre parce qu'ils avaient tous les deux vécu une enfance difficile. Lui était battu par son père et son père, à elle, lui avait fait subir des sévices sexuels. Ils étaient intimement liés par les souffrances de leurs enfances respectives. Ils se soutenaient. Si Robert Blake commence à tomber amoureux de Bonnie, la donne change lorsqu'elle lui avoue qu'elle couche également avec Christian Brando. Blake a compris qu'il s'était fait avoir. Bonnie était enceinte, c'était l'arnaque ultime. Marjorie raconte à Ronito que Robert Blake est alors devenu menaçant. Marjorie était très inquiète des agissements de M. Blake. Il commençait à lui arriver des choses inhabituelles. D'après Marjorie, Blake et Bonnie se sont déclarés la guerre pour la garde de Rosie. Au fil des mois, la lutte se fait de plus en plus féroce. Bonnie élève le bébé en Arkansas, mais Blake voudrait rapatrier sa fille près de lui, à Los Angeles.
Bonnie a accouché en Arkansas, mais elle avait interdiction de quitter l'État parce qu'elle était en probation. Finalement, elle a enfreint la loi pour se rendre à Los Angeles et montrer sa fille à Robert Blake. Il était adorable. Il avait aménagé une chambre d'enfant et engagé une nourrice. Elle s'est dit qu'il avait bien changé et que cet enfant avait fait évoluer sa relation avec Robert Blake. Ils ont laissé le bébé à la nourrice et ils sont sortis déjeuner. Pour la première fois, elle s'est sentie aimée et comprise. Ils étaient en train de déjeuner quand tout à coup, 2 agents de police ont fait irruption dans le restaurant et lui ont dit « Vous violez votre probation, vous devez rentrer en Arkansas sur le champ. » Elle a demandé « Et mon bébé alors ?» Ils ont répondu qu'il n'y avait pas le temps pour ça et ils l'ont conduite à l'aéroport. Elle a dû partir en laissant son bébé derrière elle et elle n'a jamais pu le récupérer. Bonnie va réaliser que cette fois-ci, c'est bien Robert Blake qui l'a roulé dans la farine. Il s'est avéré que Robert Blake avait tout planifié. Il avait engagé des acteurs et il avait bel et bien enlevé son propre enfant. Marjorie m'a parlé de la machination de Blake. Il avait embauché quelqu'un pour jouer le conseiller de probation. La personne qui a escorté Bonnie jusqu'à l'aéroport n'avait rien à conseiller de probation. C'était un détective privé. Robert Blake était un grand acteur. Il savait comment s'y prendre. Il avait monté comme une scène de film. Lui-même avait joué la comédie et ses amis avaient tenu le rôle des policiers. Tout était mis en scène. La tromperie de Robert Blake porte ses fruits. Il renvoie Bonnie en Arkansas et enlève la petite Rosie. Pour M. Blake, ce n'était pas Bonnie qui comptait, c'était sa fille. Il voulait la garde de Rosie et se débarrasser de Bonnie. Mais Bonnie va riposter. Les enquêteurs découvrent qu'à la suite de cet incident, la famille Beckley a engagé un avocat. Elle accuse Blake d'enlèvement et réclame une pension alimentaire. Alors que Bonnie menace de porter plainte, Blake va prendre tout le monde à revers. Au fil de mon enquête, je me suis rendu compte que pour récupérer Rosie, Blake était prêt à employer tous les moyens légaux et même à verser dans l'illégalité. Après avoir consulté ses amis, Blake a pris conscience que le moyen le plus simple de récupérer la garde de Rosie serait d'épouser Bonnie. Alors c'est ce qu'il a fait. En novembre 2000, Robert Blake épouse Bonnie Lee Beckley en petit comité. Bonnie est sa 2e femme et lui, son 11e mari. Dans son esprit, elle avait réussi. Elle avait épousé un homme riche et célèbre. Elle allait avoir la vie dont elle rêvait. Mais aucune des attentes qu'elle s'était forgées n'allait être comblée. Blake s'est retourné contre elle tout de suite après le mariage. Bonnie passe la nuit de noces sur le canapé et Robert dans le lit. Leur relation ne va faire que s'envenimer. Blake habitait la maison et Bonnie vivait dans une dépendance située au-dessus de la salle de sport. Cela posait problème parce que du coup, ils se disputaient sans arrêt pour savoir quand elle aurait le droit de voir son bébé. Blake ne voulait pas la laisser seule avec elle. Ce n'était pas un vrai mariage. Bonnie songeait à enlever sa fille, tout comme Blake l'avait fait avant elle. Désormais, elle voulait prendre Rosie avec elle et la ramener en Arkansas. C'est là que tout a basculé. C'est à ce moment-là que la vie de Bonnie a pris un tournant tragique, parce qu'elle a trop parlé au téléphone. Je suis prise au piège. Je déteste cette maison. Elle a passé 10 heures au téléphone avec sa sœur Marjorie à élaborer un plan pour kidnapper Rosie. Il va pas se laisser faire. Bonnie craint que Blake ne soupçonne quelque chose. Bonnie était convaincue que son téléphone était sur écoute. Et sa sœur pensait qu'elle allait se faire tuer parce qu'elle voulait enlever son enfant. Il faut que je parte d'ici. Tu m'entends? Il va me tuer. Ronito passe des heures à écouter les enregistrements des conversations de Bonnie et à éplucher son courrier. Tout concorde avec la version de Marjorie. Bonnie pensait que son mari était décidé à la tuer. D'ailleurs, Marjorie n'est pas le seul témoin à accuser Robert Blake. C'était un personnage, un chic type, haut en couleur. Il avait des choses intéressantes à raconter. Qui peut bien être cet homme mystérieux? Et pourquoi le lieutenant Ito lui ferait-il confiance? Nous sommes à l'été 2001 et l'ancien dur à cuire d'Hollywood Robert Blake fait l'objet d'une enquête pour le meurtre de sa femme,
l'envoûtante arnaqueuse Bonnie Lee Beckley. D'après la sœur de la victime, Bonnie et Blake sont en conflit pour la garde de leur bébé d'1 an, Rosie. Monsieur Blake inquiétait beaucoup Marjorie. D'après Marjorie, Bonnie lui avait affirmé qu'elle croyait que Robert Blake allait la tuer. C'est alors que le cascadeur Gary McLarty entre en scène. C'était un chic type, haut en couleur. Il avait des choses intéressantes à raconter. Gary McLarty est cascadeur professionnel. C'est un ami de Robert Blake. Gary McLarty était un personnage. Il avait déjà ouvert le feu sur quelqu'un et c'était un ancien toxicomane. Il n'avait pas tout à fait le type du gendre idéal. Faites-moi confiance, je dis la vérité. Il fallait qu'on reste sur nos gardes avec lui. McLarty prétend avoir eu une conversation étonnante avec Robert Blake. Il m'a raconté que M. Blake avait essayé de l'engager pour tuer Bonnie. Il lui avait proposé la somme de $10 000 pour s'occuper de son problème, de Bonnie en d'autres termes. Il a également tendu à McLarty un revolver dans un sac en plastique. Son témoignage révèle à la police jusqu'où Blake était prêt à aller pour la garde de sa fille. Blake a dit à McLarty comment il devait la tuer. Il lui a présenté plusieurs façons de faire. Par exemple, il pouvait choisir de lui tirer dessus à leur sortie du restaurant. Je me souviens précisément de ces mots. Tu pourrais aussi faire ça comme ça. Ronito déterre des preuves qui viennent confirmer ses dires. Il retrouve des cartes téléphoniques prépayées utilisées exclusivement pour contacter McLarty. McLarty n'est pas le seul à avoir été approché par Blake. Gary McLarty n'est que l'un des 3 ou 4 cascadeurs que Robert Blake a tenté de soudoyer. Ils prétendent qu'il leur a offert de l'argent en échange du meurtre de sa femme. Si ces témoignages ne constituent que des preuves indirectes, la liste s'allonge. Après 11 mois d'enquête, le lieutenant Ronito présente le dossier d'accusation au procureur. On estimait avoir accumulé suffisamment de preuves. On a demandé au commissaire l'autorisation d'arrêter M. Blake et il nous a donné le feu vert. Robert Blake était l'un des acteurs les plus connus d'Hollywood. Désormais, il est assiégé dans sa propre maison. Les médias savaient que Blake allait se faire arrêter. Ils étaient sur place avant même l'arrivée de la police. Même s'il l'avait voulu, il n'aurait pas pu s'échapper. Le lieutenant Ronito se présente à la porte de Blake. Quand je suis arrivé chez M. Blake, je suis allé à sa rencontre et je lui ai dit que j'avais un mandat d'arrêt contre lui. Des hélicoptères suivaient la voiture. C'était comme pour O.J. Simpson. Cette affaire avait eu un retentissement énorme. Des dizaines de médias couvraient l'événement. Ils étaient autour de la maison, puis l'ont suivi jusqu'à la prison. We believe the motive is that Robert Blake had contempt for Bonnie Bakley and felt that he was trapped in a marriage that he wanted no part of. Blake ne restera pourtant pas longtemps en détention. Il est libéré après versement d'une caution d'1,5 million de dollars et disparaît. Blake est assigné à résidence. Pendant 2 ans et demi, il se terre dans son ranch de Studio City avec un bracelet électronique à la cheville. Le 20 décembre 2004, l'affaire est finalement portée devant les tribunaux. Blake est inculpé pour homicide et tentative de commanditer un assassinat. S'il est reconnu coupable, il passera le restant de ses jours derrière les barreaux. Quand il est entré dans la salle d'audience, c'est un vieil homme rabougri, aux cheveux blancs, qui est apparu. Ce n'était plus Barretta. Ce n'était plus une star de cinéma. Ce n'était plus qu'un vieillard aux cheveux blancs. Comment ce vieillard inoffensif aurait-il pu commettre un tel crime? C'était peut-être un rôle de composition, une mascarade. En tout cas, ça lui a suffi à se mettre le public dans la poche. L'accusation affirme que le jour où il a invité Bonnie Lee Beckley au restaurant, Robert Blake a mis en marche son plan machiavélique. Pour moi, tout semblait clair. Tout était parti de la volonté de Blake de se débarrasser de Bonnie. Il voulait la faire disparaître de son existence et récupérer Rosie. Il a fait appel à plusieurs hommes pour s'en charger, mais ils ont tous refusé. Il commençait à désespérer, personne n'allait le faire à sa place. Il n'avait plus le choix. Alors il devait prendre ses responsabilités et agir de lui-même. Mince.
Il n'est pas retourné chez Vitello's comme il l'a prétendu. Le plus probable, c'est qu'il ait caché son arme quelque part dans la voiture, peut-être sous le siège passager par exemple. Il a fait le tour du véhicule. Qu'est-ce que tu fais? Et lui a tiré dessus 2 fois. Puis il a jeté le revolver dans la benne. Gary McClarty et d'autres cascadeurs ont affirmé que c'était le scénario que Blake leur avait exposé. On va au restaurant, je laisse la voiture quelque part, je m'éclipse et elle sera morte à mon retour. Robert Blake et son équipe juridique de choc ne se laissent pas faire. Ils affirment que les témoins ne sont pas fiables et que les preuves scientifiques sont limitées. Notre position, c'était que les cascadeurs qui prétendaient avoir été sollicités avaient inventé toute l'histoire. M. McClarty avait de lourds antécédents de toxicomanie. Il était délirant, il avait des hallucinations. Il voulait être au centre de l'attention et il pensait que cette affaire très médiatique allait lui permettre de relancer sa carrière. Nous avons plaidé qu'il était obsédé par l'enquête et qu'il ne disait pas la vérité. L'accusation pensait que tout était extrêmement organisé, mais elle s'est complètement bercée d'illusions. Le procureur avait besoin d'une victoire de prestige après le désastre de l'affaire O.J. Simpson. Il a été prouvé que le revolver de mon client n'était pas l'arme du crime et que l'arme du crime était une deuxième arme qui n'a pas pu être reliée à Robert Blake. Tout le monde s'est persuadé qu'il était coupable alors qu'il n'avait rien fait. Le 4 mars, 2 mois et demi après l'ouverture du procès, plaidoirie et réquisitoire se terminent et le jury se retire pour décider du sort d'une célébrité. Les stars de cinéma, c'est l'équivalent de la royauté. Robert Blake jouissait d'une grande cote de popularité. Personne ne voulait le mettre en prison. Après 9 jours de délibération, Robert Blake est acquitté. The jury foreman in the Robert Blake murder trial says jurors found that the evidence against him was flimsy and based on unreliable people. The jury found Blake not guilty Wednesday of charges that he killed his wife, Bonnie Lee Bakley. After hearing the verdict, Blake hugged his attorney and began sobbing. Robert Blake est un homme libre, mais ses déboires judiciaires l'ont vieilli et lui ont coûté des millions. Quelques mois plus tard, la famille de Bonnie Lee Bakley porte plainte contre Blake et cette fois-ci, sa responsabilité civile dans le meurtre est reconnue. Le verdict ruine Robert Blake, qui n'a plus joué de rôle majeur depuis la mort de sa femme. Je pense qu'il est communément admis que Blake était impliqué dans la mort de Bonnie. On ne sait toujours pas qui a pressé la détente. Légalement, l'affaire est classée. Mais pour beaucoup, elle était résolue il y a longtemps. La justice n'a pas été rendue. Monsieur Blake aurait dû être condamné pour le meurtre de sa femme. Robert Blake a beau avoir échappé à la condamnation, au tribunal de l'opinion publique, il restera toujours suspect.